C'est étrange comme retrouvaille parce que ça fait 10 ans que Bernard et moi nous ne nous sommes pas vus et nous nous retrouvons d'abord à distance et ce soir à converger ou à emboîter nos raisonnements les uns dans les autres. Voilà, à partir du libellé qui nous a été, qui a servi de convocation pour nous pour ce soir, Monde, territoire et citoyenneté, je serais tenté d'abord de commencer par invoquer une question de méthode. C'est pour moi la nécessité de changer de paradigme par rapport à ce que nous avons connu jusqu'à présent et ce qui a été notre culture politique. Je vais m'expliquer à l'aide d'un exemple qui n'est pas un exemple politique, mais qui me semble assez éloquent. Il semblerait que des savants américains viennent de faire une avancée spectaculaire vers la production d'un vaccin contre le sida. Et ça fait 30 ans maintenant que des savants partout sur la planète sont à la recherche d'un tel vaccin et subissent échec pour échec. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait, dans leurs expériences, ce que Pasteur a enseigné, au fond, et qui a été la ligne directrice de toute production de vaccins depuis, c'est d'inoculer à des corps vivants des souches de virus ou de microbes pour obliger les anticorps à se former. Et ça n'a pas marché. En ce qui concerne le sida, ça n'a jamais marché. Et qu'est-ce qu'ont fait ces savants américains? On verra ce que ça donne, mais pour l'instant, il semblerait que ça soit probant. Ils se sont dit, peut-être qu'au lieu d'inoculer des virus, le virus, il faudrait peut-être au contraire inoculer des anticorps. Et ils ont inoculé des anticorps à des rats et à des souris, et pour la première fois, ces animaux se sont comportés de manière résistante face ensuite à l'inoculation du virus du sida. J'arrête là ma comparaison pour pas qu'elle soit oiseuse, mais j'ai failli appeler mon livre, je voulais appeler mon livre initialement Les Vertus de l'échec, et c'est mon éditeur qui m'a dit « Oh, c'est pas terrible comme titre, ça fait pas vendre ». En fait, ça fait 50 ans qu'on s'évertue d'une certaine manière, et j'ai tendance à penser qu'on a beau rajouter des points d'exclamation à nos discours, insister, expliquer que l'expérience nous montre à quel point nous avons raison, ça donne des résultats qui sont au contraire l'espace des forces démocratiques ou des forces alternatives se réduit au contraire comme peau de chagrin. Peut-être faut-il que nous changions complètement de projecteur. Et c'est ce que je vais tenter de faire. Je partirai donc de la notion de territoire qui nous était posée, qui est liée pour moi intrinsèquement à l'étendue géographique, bien évidemment, mais pas neutre, à l'étendue géographique où peut s'exercer un pouvoir. Et j'ai tendance à penser que la pertinence que l'on accorde à la notion de territoire est liée à ce qu'on pense de ce que doit être le pouvoir. Dans le concept de pouvoir, je mêle pour l'instant indissociablement le pouvoir-faire sur les choses et notamment la production de ce qui assure la vie, et le pouvoir de domination sur les humains. Je mêle les deux. La nation, qui n'est pas synonyme d'État, mais de peuple constitué, est le résultat d'un rapport de force entre pouvoir de dominant et pouvoir des masses populaires concernées. Ce rapport de force n'étant pas le même suivant les moments historiques et les pays concernés. Et je crois qu'à partir de là, une critique du pouvoir d'État me paraît indispensable. Peut-être vivons-nous la politique essentiellement à partir du modèle issu de 1789, parce que la formidable irruption du peuple et son audace folle nous a peut-être fait oublier qu'il s'agissait tout de même d'une révolution menée par la bourgeoisie. Et la démocratie représentative est essentiellement un mécanisme de transfert de la puissance du peuple vers un organisme spécialisé. Je reprends à mon compte les différents aspects qu'en a dit Bernard à l'instant. Et ce que nous connaissons aujourd'hui des pratiques institutionnelles et politiques découle du triomphe et de la continuité d'attente de cette conception. Elle induit, non pas comme une conséquence non maîtrisée, mais elle induit comme une nécessité pour exister la passivité des citoyens. En 2003, par exemple, au moment d'un premier conflit à l'occasion de la question des retraites,
Balladur a eu cette expression qui est formidable, qui est de dire, bon, la rue a parlé, maintenant il faut que ce soit le Parlement qui parle. Et, étrangement, la rue s'est arrêtée. Et le Parlement a parlé de la manière dont on sait. J'y reviendrai d'ailleurs tout à l'heure. Plus nettement encore, donc, cela débouche sur une conception de la démocratie qui ne pourrait exister que s'il n'y a pas irruption intempestive des citoyens. Et je voudrais citer Sieyès, en 1789, l'auteur du fameux pamphlet « Le tiers-État veut être tout », mais aussi, peut-être ce qu'on sait moins, le penseur du 18 Brumaire de Bonaparte, ce qui en dit long. Et je le cite, le discours à la Convention, le peuple n'a pas d'existence politique propre, il ne peut parler que par ses représentants, le peuple ne peut vouloir en commun, donc il ne peut faire aucune loi, il ne peut rien en commun puisqu'il n'existe pas de cette manière. Et en 1791, il reprend cette formule et il rajoute « Il est temps que la révolution s'arrête, que la foule rentre chez elle, et le moyen en est la représentation parlementaire. » Lors de la Restauration, Benjamin Constant et Guizot, dont le caractère réactionnaire n'est plus à démontrer, expliquent à Louis XVIII, qui visiblement a du mal à l'entendre, que, je cite, « La représentation parlementaire est le moyen d'éviter les affres d'une seconde révolution. » Et nous vivons là-dessus, de manière totalement acritique. Et ça a une lourde conséquence. Effectivement, je parle dans mon livre de l'hyper-institutionnalisation de nos exemples, de nos comportements. Pardon. Je vais redonner un exemple. Il y a un peu plus d'un an, nous avons connu un grand mouvement en faveur de la retraite, et étrangement, il a suffi d'un vote au Parlement pour que le mouvement s'arrête. C'est tout de même, quand on y pense, assez incongru qu'un mouvement populaire de la dimension que nous avons connue soit soumis ou dépende d'une attitude du Parlement, presque de son autorisation. Quant aux institutions locales, je serais tenté de dire qu'elles sont de ce point de vue entre l'arbre et l'écorce. Si elles se rapprochent sans conteste des citoyens, elles reposent sur les mêmes rapports de substitution. Et c'est seulement à travers de tels rapports tamisés par l'institutionnel que l'on pense le possible. D'où un penchant spontané pour un certain consensus quant au cadre de l'imaginable. Or, il est remarquable que ce que l'on appelle les acquis sociaux ont quasiment tous été obtenus dans des moments d'interruption et de débordement de la normalité institutionnelle. La mondialisation, elle, résulte de deux mouvements imbriqués l'un dans l'autre, mais de nature distincte. Le mouvement des forces productives, et en même temps, ce mouvement est maîtrisé par les forces du capital. C'est une manière de dire que si les forces du capital donnent le ton à la nature de cette mondialisation, elles n'en inventent pas l'existence. Il en découle donc une seule alternative aujourd'hui. Soit, il y a du vent ici, soit on accepte l'hégémonie, de fait, l'hégémonie du capital sur les forces productives et les humains, et alors, de fait, le pouvoir s'éloigne de plus en plus de la citoyenneté. Les récents rapports entre Sarkozy et Angela Merkel en témoignent, ainsi que la manière dont ont été évincés du pouvoir Papandréou et Berlusconi. La mondialisation conduit les forces du capital à vouloir se passer de plus en plus des contradictions et des ambivalences que j'évoquais tout à l'heure que portent le suffrage universel et le système représentatif. Mais outre que nous venons de voir rapidement ce système comme moyen d'absorber le mouvement populaire et d'enfermer la notion de réalisme dans un espace préalablement délimité, l'intrication planétaire des connaissances, des conditions de production, des enjeux, rend totalement vain l'espoir de revenir à des espaces démocratiques antérieurs. Reste donc à être à la recherche de l'hégémonie des travailleurs et des dominés, la rupture, et la notion de démocratie ne peut être donc posée que dans des termes inédits. Et cela conduit à considérer que le peuple
doit lui-même devenir lieu et force de tout pouvoir. Il ne peut y avoir durablement d'institutions fondées sur la représentation qui mêlerait à la fois pouvoir des peuples concernés et mise en extériorité de ces pouvoirs au regard de ce qu'est la citoyenneté. La question du dépérissement de l'État, soulevée par Marx, devient de fait un sujet d'une brûlante actualité. De ce point de vue, je voudrais rappeler qu'il arrive souvent qu'on ait occulté des travaux de Marx qui nous posaient des problèmes dans le passé, et donc on a préféré ne pas en parler, et ça a été le cas du dépérissement de l'État. Marx en parle au moins à 3 reprises dans son œuvre. Il n'utilise pas la notion de schizophrène parce que Freud n'est pas encore passé par là, mais il dit clairement que la dissociation de l'État et de la société civile arrache l'homme d'avec lui-même parce qu'il n'est jamais l'homme entier, il est toujours soit le sujet de la vie institutionnelle, soit individu dans son cadre privé. Et dans la guerre civile en France, tirant les leçons de la Commune de Paris, il tire comme enseignement que l'intérêt principal de ce que laisse la Commune de Paris comme souvenir, c'est, citation, qu'il ne sert à rien pour le prolétariat de vouloir prendre le pouvoir d'État tel qu'il est, mais qu'il faut concevoir une autre forme de pouvoir qui soit propre à ce prolétariat. Cela pose une seconde question, après cette critique. C'est la question de ce qu'on pourrait appeler le réalisme. Comment passer du présent tel qu'il structure les représentations idéologiques aujourd'hui et les comportements à l'idée justement du dépérissement de l'État? Je crois que nous avons besoin de nous défaire d'une culture qui chosifie les concepts qui sont en vérité des mouvements. Toute société est mouvement et n'est pas objet. Ce qui porte les discours des dominants et font leur succès, c'est qu'ils nous annoncent toujours un mouvement vers autre chose. C'est-à-dire captant un désir de tension vers un devenir, une posture de déséquilibre, sans laquelle il n'y a pas de mouvement possible. Et cette tension fait partie de la construction de soi. C'est le mouvement vers un avenir qui déborde les horizons actuels, qui nous projette au-delà et qui peut donner leur sens aux actes immédiats. Et regardez ce qui nous arrive, que ce soit Sarkozy ou d'autres, depuis 30 ans, on nous parle d'avenir, et le mouvement social est, mettez les guillemets, jugé conservateur. Ce sont eux qui se sont arrogés la notion de réforme, et le mouvement social est jugé immobile, défendant l'immobilisme. Selon moi, la substitution du mouvement désintéressé par un état des choses, à travers l'institutionnalisation du but et des mesures, a fait l'échec du soviétisme. Le stalinisme en est certes le point le plus paroxysmique, mais le mimétisme des méthodes de commandement capitaliste, le rôle de l'appareil de domination de l'appareil d'État, la mise en extériorité de ses responsabilités au regard de l'exercice de la citoyenneté, la substitution du mouvement populaire avec ses contradictions par le parti, sont déjà chez Lénine et on les retrouve chez Gorbatchev. Je ne juge pas les conditions d'une époque, mais le fait est là. La question est donc d'arracher sans cesse des prérogatives jusque-là réservées à l'État en vue d'un exercice plus plein de la citoyenneté, c'est-à-dire de la responsabilité de la cité. Cela appelle une coopération active, consciente, avec des élus comme une nouvelle normalité de la vie démocratique. Je ne supprime pas la notion d'élu. Mais disant cela, je ne prends pas pour modèle les expériences de démocratie dite participative. Je qualifierais d'ailleurs volontiers l'expression de pléonasme. Mais surtout, quelles que soient les intentions de leurs initiateurs, actuellement, elles résultent de l'initiative et du pouvoir d'initiative de l'espace institutionnel. De fait, c'est lui qui veut bien accorder du droit à la parole sur les questions décidées par lui, lors des moments décidés par lui, dans les lieux décidés par lui.
Il en découle que les participants sont pour l'essentiel celles et ceux qui ont déjà des rapports étroits avec les institutions, peu importe que ces rapports soient bons ou mauvais. Ils participent à la vie institutionnelle. Et à l'insu de la bonne volonté de ses promoteurs, cet exercice compense une part de la crise institutionnelle, mais ne renverse pas fondamentalement les rapports entre mandants et mandataires. Il est extraordinaire qu'au fond, nous soyons les uns et les autres condamnés à élire les gens auxquels nous devrons obéir ensuite. Je pense plutôt donc à une démarche dont les mouvements eux-mêmes seraient le point de départ, que ce soit eux qui prennent l'initiative, qui convoquent l'élu, même si c'est avec sa complicité. Je ne supprime ni l'élection ni les mandats, mais je pense qu'il s'agit de déverser une grande part du rôle de l'élu ou du techno-pouvoir dans un exercice nouveau, concret de la citoyenneté. Le mandat n'est plus alors ce texte flou dont personne ne se souvient au bout de 6 mois. C'est au mouvement qu'il revient de le redéfinir dans la vie, devant chaque problème, afin qu'il soit continuellement renouvelé, précisé, et ce pour une mission bien délimitée. Je ne fais pas à travers cela de l'élu un être passif. Il est participant à de tels mouvements en portant son expérience, ses informations, mais le rôle de la représentation et des organisations n'est plus de se substituer aux intéressés en parlant à leur place, mais devient de rendre possible l'exercice de l'acte jusque-là réservé à l'espace institutionnel. Exercice possible et permanent. Permanent ne veut pas dire que tout le monde serait mobilisé tous les jours sur chaque question. Bien sûr, chacun ne peut être continuellement dans un état de tension et les participants varient suivant les thèmes et les moments. Je ne rêve pas plus d'un citoyen omnicompétent. Je suis personnellement quelqu'un qui aura du mal à participer à des mouvements sur la pêche en haute mer ou sur les questions de l'agriculture. C'est certainement une limite de ma part, mais comme tous les individus en ont. Je pense plutôt, mettez bien les choses au pluriel, aux citoyens qui s'approprient la définition de leurs problèmes, qui sont capables de dégager où en sont les points de conflictualité et des solutions qu'ils peuvent envisager. Et c'est la rotation des mobilisés qui fait la masse en mouvement. Ce renversement de rapport entre élus et électeurs revient à modifier l'enjeu de l'élection et change la nature de ce qu'on appelle souvent le vote utile. Bernard l'a évoqué, le droit de vote ne suffit pas à définir la citoyenneté ou la démocratie. Ou alors l'élection du doge de Venise au XIVe siècle est un modèle de démocratie. Élire un représentant que l'on verra plus tard, peut-être, s'il veut bien, pour nous expliquer la décision qu'il aura déjà prise, ou élire un partenaire avec lequel on va à chaque fois que l'on en éprouvera le besoin co-élaborer, co-intervenir, ne sont pas des démarches identiques. Dans le premier cas, on vote pour celui qui est déjà le plus fort, et vous connaissez comme moi certainement énormément d'électeurs qui votent pour des partis en pensant pique-pendre, mais en pensant qu'eux, au moins, ont des chances de gagner. Dans l'autre, on vote pour ses propres convictions, et donc pour celui qui nous rend plus forts. Et plus cette citoyenneté active grandit au détriment de l'extériorité du fonctionnement des institutions, et plus l'institué devient accessible, et plus il est revalorisé parce qu'il est le fait du plus grand nombre. L'enjeu d'une élection n'est donc plus délégataire, il s'agit de faire de ces échéances autant de moments tremplins et pas simplement des reflets qui dynamisent le mouvement populaire, lui donnent à lui davantage de pouvoir en favorisant son irruption dans le champ politique. Et alors, c'est sur la base de cette démarche que, comme l'a fait Bernard à propos du marché, que je critiquerai personnellement la notion de programme. Parce qu'elle identifie de manière induite, ou elle pense que les individus s'identifient à des objets dont ils ont besoin.
je veux bien me faire comprendre. Je sais qu'une des définitions, une des nombreuses définitions du communisme chez Marx, c'est de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. J'ai, comme les autres, besoin d'un hôpital de proximité, d'un bon salaire, d'un bon logement, d'avoir un poste de télévision. Je ne méprise pas ça. Mais les psychanalystes disent que que les individus qui s'identifient à leur consommation sont à un point avancé de leur aliénation. La majorité des individus sont plutôt à la recherche de pouvoir s'identifier à ce qu'ils voudraient être. C'est-à-dire, au fond, ils aimeraient pouvoir se voir comme ils s'aimeraient, et comme ils aimeraient pouvoir avoir une place dans la société. Et c'est ça qui me reconduit à la notion de mouvement. D'ailleurs, j'ajouterais, je m'excuse, j'allais le sauter, que, outre le caractère un peu de consommation, la notion de programme ne permet pas de construire du commun à des gens qui ont des situations extrêmement éclatées, diversifiées. Je vais prendre un exemple. Si je pense personnellement que les fonctionnaires sont des privilégiés, je cherche dans le programme ce qui me concerne, sur les salaires, sur le logement, sur la santé, je le trouve, je suis content, je ferme le programme et je continue de penser que les fonctionnaires sont des privilégiés. Rien ne m'a fait changer d'avis. Nous sommes dans une situation, au fond, où le programme renvoie l'individu à ce qu'il est et non pas à ce qu'il pourrait être. Je disais donc que la difficulté résidait dans le fait que la notion de mouvement n'est pas familière à notre culture. Effectivement, le mouvement est ce qui commence et ce qui n'est pas encore. Il est ce que l'on peut envisager comme direction, comme cap, et ici, il s'agit de notre propre mouvement. Il est d'ailleurs extraordinaire que très souvent, lorsqu'on dit qu'il n'y a plus de perspective, ou on ne sait plus où sont les perspectives, eh bien on se tourne, vous savez, c'est comme le mauvais élève qu'on montre du doigt au fond de la classe, il se tourne alors qu'on parle de lui. Tout le monde se tourne pour voir où sont les perspectives, alors que les perspectives sont dans tout le monde. Et donc, il s'agit bien évidemment pas de n'importe quel mouvement, c'est pas le mouvement pour le plaisir du mouvement, c'est le mouvement d'arrachement à notre sort par la capacité à s'émanciper de tout rapport d'exploitation et de tout rapport subordonné au pouvoir d'État. Ça me conduit à une troisième question où je peux entendre où j'entends souvent des objections, mais les individus sont-ils capables d'avoir de telles pratiques? Pour les dominer, la politique, c'est rompre avec le rôle auquel la société nous assigne et investir une place qui n'est pas la nôtre dans la normalité. Ainsi, ceux que l'organisation sociale pousse à être invisibles deviennent visibles aux yeux de tous et même des référents. Je vais prendre quelques exemples. La chute du mur de Berlin, c'est l'incongruité d'hommes et de femmes qui n'auraient pas dû être là. Tout à coup, en janvier 2011, avec la révolte contre la pauvreté en chassant le dictateur Ben Ali, le peuple tunisien a pris une existence concrète à nos yeux d'occidentaux, alors que nous les ignorions. Ceux qui avaient 20 ans, en 68, se souviennent peut-être de ce tournant dans le mouvement noir américain, qui a commencé par cette femme, Rosa Parks, cette femme noire américaine, qui est entrée dans un autobus, s'est assise à une place réservée aux Blancs et a refusé d'en bouger. Quelques semaines après, en Alabama, dans un des hauts lieux du racisme et de la ségrégation raciale, un lycéen noir américain a voulu s'inscrire à l'université d'Alabama fermée aux Noirs et s'est fait accompagner par 5000 personnes. Physiquement, ils ne sont pas restés à la place qui aurait dû être la leur. De ne pas rester à la place où la société les assignait a été un tournant dans le mouvement d'égalité des Noirs américains. C'est après que Martin Luther King ou Malcolm X sont devenus connus, célèbres. C'est après cet événement. Et donc, on peut penser que l'exigence, bien évidemment, de l'un comme de l'autre, allait bien au-delà de ce qui était explicité. On peut aisément supposer que le problème de Rosa Parks allait bien au-delà de son trajet en bus. Il s'agit pour nous de faire de la politique le moyen de défaire la naturalité des agencements
et d'être en quête de l'intempestif. Aujourd'hui, l'enjeu est que les sans-voix, ceux qui sont considérés comme ne sachant pas devant se taire et obéir, s'arrachent à cette normalité. Et la politique, je n'ai pas le temps de développer, on le fera peut-être dans la discussion, doit correspondre au processus d'individuation en prenant en compte ce désir d'autonomie qui grandit dans la société. Je veux juste citer un exemple, c'est que les Jeux olympiques des handicapés étaient quelque chose qui n'existait pas il y a 40 ans alors que des handicapés existaient, mais que pousse à la porte de la société ou frappe à la porte de la société l'exigence de trouver sa place dans la société, quel que soit son cas d'individualité. Et c'est le grand apport du mouvement d'émancipation féminine. On se change en fait soi-même quand on s'attaque aux réalités du monde. Là encore, je vais prendre un exemple. Les salariés de Fralib, dont on parle en ce moment et qui veulent se mettre en coopérative, ça reste des ouvriers, ils restent des techniciens, des employés, mais ils prétendent étendre leur personnalité à celle de gestionnaires et de cadres décideurs. En 1968, Bernard doit s'en souvenir, les étudiants en Assemblée générale ont tenté de repenser l'université et son enseignement, d'usagers de l'enseignement supérieur, jugés bons à écouter pour apprendre, ils sont devenus un temps porteurs d'esprit critique à l'égard de l'enseignement. S'opère ainsi, à travers cette irruption des mouvements, ce que j'appellerais une diffraction d'identité. Il s'agit, pour reprendre l'expression de Brecht, donc de ne pas se limiter à l'être populaire, mais de considérer le devenir populaire. Parler d'un avenir à construire participe au décryptage du présent et donc à sa définition. Je veux dire par là que le présent n'est pas le même en fonction de la manière dont le regard qu'on a sur le présent et sur ses possibilités n'est pas le même en fonction de la manière dont on aborde l'avenir. Et donc il n'y a de mouvement partagé, je veux dire mouvement de masse, que si ancré dans le présent, émerge le dessin d'un au-delà de ce présent. Cet au-delà, je l'ai dit, ne peut être résumable en un texte qu'il faudrait appliquer comme un catéchisme. Il comporte obligatoirement des manques, mais justement, puisque j'ai évoqué la psychanalyse, c'est le manque qui stimule l'envie de se projeter vers un au-delà, l'envie de participer pour combler le manque. Il n'y a de mouvement que s'il y a obligation à une posture de déséquilibre. Un petit peu, je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait de la course à pied, mais comme ces sprinteurs qui se projettent hors de leur starting block, en vérité, ils projettent leur centre de gravité qui est là, en dehors de leur starting block, devant leurs jambes. Et les jambes ne font que tenter de courir, que de rattraper après le sternum, le centre de gravité qui est penché en avant. Et vous remarquerez que, regardez ça à la télévision maintenant, vous remarquerez que lorsque les jambes rattrapent le sternum, le centre de gravité du corps, eh bien, les coureurs ralentissent et s'arrêtent. On dit qu'ils se redressent. En fait, il n'y a pas de réponse démocratique hors d'un appel à une démarche à la fois militante et subversive. Et je reviens à la mondialisation. Elle appelle bien évidemment l'internationalisation de ce militantisme subversif. Alors vous allez me dire, on n'est pas sorti. Non, parce que ce qui se passe dans un pays peut servir de locomotive. On l'a vu par exemple avec les révolutions arabes qui sont parties de Tunisie. On l'a vu avec le mouvement des indignés. Et il est intéressant de savoir qu'il y a eu un mai-juin 68 en France, en Italie, en Allemagne, au Sénégal, aux États-Unis et en Tchécoslovaquie. Comme quoi, il n'y a pas à attendre les autres, mais ce qui se passe à l'échelle d'une nation peut permettre au contraire de dépasser ses frontières.